Nous voici aujourd'hui au CNRS d'Orléans où nous avons rendez-vous avec Nadia Pellerin et Jacques Poirier du CEMTI pour nous parler du verre, comment on le fabrique, comment on le caractérise et surtout comment on l'utilise pour le traitement des déchets de manière innovante. On y va? Bonjour Nadia. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Jacques. Bienvenue au laboratoire CEMTI, un laboratoire où on travaille sur les matériaux en conditions extrêmes, haute température et irradiation. Donc nous voici devant tout simplement une poubelle. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit à l'intérieur? C'est qu'il y a énormément de déchets, tout simplement parce que notre civilisation, relativement riche, eh bien, est une civilisation qui génère énormément de déchets. Chacun d'entre nous, chaque année, produit de l'ordre de 300 à 400 kg de déchets. Et ces déchets, finalement, ce sont des matières premières ou encore des coproduits qui mériteraient d'être tout à fait valorisés. Comme tu le dis Jacques, la plupart des déchets, heureusement, sont recyclables ou valorisables en termes de matière ou d'énergie. Par contre, ce ne va plus être le cas pour les déchets qu'on appelle déchets ultimes. Pour eux, il n'est pas possible, d'un point de vue technologique ou économique, de retirer une part plus importante de matière valorisable ou encore de réduire la dangerosité. Et avec ces déchets ultimes, on va voir que le verre va jouer un rôle extrêmement important en termes de matrice d'inertage. Nous sommes ici dans une salle très importante dans ce laboratoire CEMTI, puisque ici vous trouvez des fours à ma gauche et à ma droite par exemple, dans lesquels nous allons élaborer les verres sur lesquels on travaille. Donc on cherche à caractériser au mieux les propriétés. Et ici sur cette table vous avez différents verres, des verres dans des applications usuelles, des verres pour des applications de table, des vases, des objets d'art, tels que cette magnifique boule colorée de la verrerie de Biot. Vous avez d'autres applications qui sont liées à la fibre de verre, qui mettent en jeu les propriétés d'isolant thermique et phonique également du verre, de la laine de verre qui est bien connue. Et puis nous avons aussi ici des verres plus particuliers. Ce verre par exemple rouge, donc qu'on appelle le verre rubis alors, avec des propriétés très intéressantes et très étudiées aujourd'hui en optique et liées à la photonique. Parmi les verres que je vous montre ici, tous ne sont pas transparents. On a plusieurs exemples de verres colorés ici très jolis. Pourtant, cette transparence explique certainement tout un enjeu très important dans le monde de l'application des verres. C'est le cas, bien sûr, pour nos verres de lunettes, pour toutes les applications optiques, en passant par les miroirs, les lentilles, mais aussi les lasers, certains lasers qui sont fabriqués à base de verre, et puis la fibre optique, très importante pour les télécommunications. C'est très important aussi pour le vitrage, tout simplement. Ça a été un des enjeux historiques principaux d'obtention d'un verre transparent. Une des propriétés majeures des verres, c'est certainement aussi leur très faible altération chimique. C'est-à-dire qu'on entend par là que dans ce verre, par exemple, si j'introduis une boisson, cette boisson ne sera pas altérée par la surface du verre, donc par les ions contenus dans le verre. On n'a pas d'échange entre la boisson qui est introduite et le matériau, ce qui est extrêmement important. Ainsi, on parle d'inertie chimique du verre. Notamment, le verre garantit la non-altération du goût, contrairement à un métal, par exemple. Cette propriété est mise à profit de manière très efficace en chimie, lorsqu'on va préparer des solutions, des réactions chimiques, mais également en pharmacie pour le stockage des médicaments. Finalement, les propriétés des verres sont tout à fait multiples. Pour jouer sur cette multitude de propriétés, nous avons en fait à jouer avec la composition chimique des verres. Et il en découle également en fait une évolution de la structure des verres. Et cette palette au niveau de la composition chimique nous permettra donc de contrôler les propriétés que l'on veut donner au verre final. Ainsi, le verre devient un matériau de choix
pour le stockage de différents déchets. Je vous montre par exemple ici un verre qui contient des déchets qu'on appelle les réfiums. Ce sont les résidus d'épuration des fumées d'incinération des ordures ménagères. Donc un déchet qui contient des métaux lourds et qui a donc un facteur de dangerosité élevé par le fait de la présence de ces métaux lourds. Mais ce verre assure, par son inertie chimique à nouveau et sa stabilité mécanique, un stockage tout à fait sécurisé de ces déchets. Un autre exemple, c'est le stockage de l'amiante. Ici, avec ce verre qui contient de l'amiante qui a été fondu, dont la microstructure est tout à fait différente, et ce verre qu'on appelle le cophalite. Donc dans le laboratoire, il est très important de pouvoir élaborer nos verres puisque l'on cherche des propriétés nouvelles. Et Babacar va vous montrer justement comment on s'y prend pour réaliser un verre. Alors je vais vous montrer comment est-ce qu'on synthétise un verre. Donc il y a près de 4000 ans que l'homme a commencé à fabriquer des verres avec les Égyptiens, donc qui se sont rendus compte qu'en chauffant du sable mélangé avec du natron, obtenait un matériau que l'on appelle verre. Aujourd'hui, notre connaissance des verres nous permet de pouvoir synthétiser un type de verre souhaité avec une composition donnée. Donc, ce composant principal du sable qui a permis de faire ces premiers verres n'est rien d'autre que le dioxyde de silicium, appelé également la silice. Donc ici, on va faire un verre silicaté, donc à base de la silice, mais également on peut y rajouter d'autres éléments oxydes tels que l'oxyde de calcium, donc le trioxyde de bore, mais également le trioxyde d'aluminium. Mais on peut rajouter toute une autre panel d'éléments oxydes qui permettront d'atteindre d'autres propriétés et d'autres structures. Donc pour faire ce verre que l'on veut, donc qui est un verre silicaté, nous allons d'abord commencer par peser tous les éléments oxydes en rapport avec la composition souhaitée. Ces éléments pesés seront broyés donc dans un mortier pour bien homogénéiser le mélange. Et ce mélange homogène est donc mis dans un creuset en platine et sera chauffé à une température élevée pour obtenir la fusion. Pour réaliser la coulée de verre, on doit s'équiper de gants de protection et de lunettes de protection. Les lunettes nous permettent de nous protéger du rayonnement dû à la température élevée du four, de l'ordre de 1100 degrés pour ce verre. Les gants nous permettent de nous protéger de la chaleur. Je vais commencer par ouvrir le four. Avec le pince, je vais récupérer le creuset et je vais effectuer 2 coulées sur 2 moules dans ce creuset. Ce processus s'appelle la trempe. La trempe, qui est un refroidissement rapide et brutal, permet de conserver dans le solide l'état désordonné de la structure atomique du liquide. Et c'est ce qui caractérise le verre. Nous allons maintenant nous déplacer sur un autre laboratoire du campus CNRS, le laboratoire ICMN, pour rencontrer Mathieu, qui va nous présenter un outil de microscopie qui est le microscope électronique à transmission et son application à l'étude des verres. Donc voilà, quand nous avons besoin d'étudier la microstructure fine de nos matériaux, on se déplace au laboratoire ICMN qui travaille sur les interfaces, le confinement, les matériaux et les nanostructures, pour pouvoir utiliser un microscope électronique en transmission qui va nous permettre d'aller sonder la matière à une petite échelle, à l'échelle nanométrique voire atomique, notamment en utilisant l'imagerie, la diffraction et l'analyse chimique. Alors la microscopie électronique, aussi appelée MET, comment ça marche? Eh bien pour pouvoir aller sonder la matière à l'échelle nanométrique voire atomique,
eh bien, on va cette fois utiliser une interaction entre les électrons et la matière. Donc pour ça, on va produire des électrons en tête de colonne via un cristal LaB6. Ces électrons vont ensuite être accélérés et puis vont descendre tout le long de la colonne. On va pouvoir régler ce faisceau d'électrons grâce à un jeu de diaphragme et de lentilles magnétiques. Le faisceau électronique va ensuite passer au travers de l'échantillon, donc on est donc en transmission, et puis on va récupérer les électrons transmis sur l'écran phosphorescent en bas de colonne pour pouvoir récupérer l'image de notre matériau. On obtient donc sur l'écran phosphorescent une image de notre matériau. Et puis la première des choses qu'on va faire quand on va regarder notre matériau, eh bien on va se placer en mode diffraction pour pouvoir regarder si notre matériau est cristallisé ou amorphe. Alors on vous propose sur l'écran ici deux exemples. Tout d'abord à gauche, un cliché de diffraction électronique d'un matériau amorphe, donc qui montre aucune tâche particulière de diffraction. On n'a donc pas d'ordre à longue distance. Sur la droite, vous avez un cliché de diffraction d'un matériau cristallin. Cette fois-ci, on a un ordre à longue distance qui va signer par la présence de nombreuses tâches de diffraction. La microscopie électronique en transmission nous permet également de travailler en mode image, donc pour pouvoir aller voir la microstructure fine de nos matériaux. Donc en se focalisant sur des matériaux vitreux, donc amorphes, comme on a vu tout à l'heure, cette fois-ci, si on regarde un verre transparent qui paraît relativement homogène, eh bien, à l'échelle nanométrique, on va également observer un contraste homogène. Donc sur l'image de gauche qui est présentée ici, où on est situé juste sur le bord de l'échantillon, eh bien, on voit que le verre présente un contraste homogène. Donc au laboratoire, dans le cadre de la recherche de nouveaux matériaux vitreux, notamment pour des propriétés optiques ou mécaniques, on travaille également sur des verres qui montrent une certaine hétérogénéité. Par exemple, sur l'image qui vous est présentée à droite, on a cette fois-ci la microstructure d'un verre non homogène où on voit clairement la présence de deux phases vitreuses, donc une phase claire, une matrice amorphe, et également une phase secondaire qui apparaît de couleur plus sombre ici sous forme de gouttelettes, qui est également amorphe, mais ces deux phases sont non miscibles, un peu à la manière de l'eau et de l'huile, et donc ces matériaux vont former des verres non homogènes qui peuvent par contre montrer des propriétés d'opacité. Concernant les verres montrant des séparations de phases, l'intérêt de ces matériaux est qu'on va venir pouvoir contrôler la taille des petites gouttelettes de couleur sombre ici, et en contrôlant la taille de ces gouttelettes, on va pouvoir contrôler les propriétés optiques du matériau. Typiquement, pour des tailles de nodules inférieures à 50 nanomètres, on va obtenir un matériau complètement transparent. Et puis, lorsque la taille va être comprise entre 50 et 100 nanomètres, on va avoir des matériaux qui peuvent montrer des propriétés d'opalescence. Et lorsque les tailles des nodules sont supérieures à 100 nanomètres, eh bien, on va avoir un matériau complètement opaque. Alors, un des intérêts de développer des matériaux à séparation de phase, donc des matériaux hétérogènes, est de pouvoir, donc, d'une part, contrôler la taille des nodules, et puis ensuite de venir cristalliser ces nodules pour pouvoir développer des vitrocéramiques. Sur l'image de gauche qui est présentée ici, c'est un verre qui montrait une séparation de phase qui a ensuite été cristallisé, où on a pu cristalliser sélectivement la phase de couleur sombre pour pouvoir donc développer des matériaux composés d'une matrice vitreuse et de petits cristaux, donc des vitrocéramiques transparentes. Finalement, on se rend compte que si on arrive à maîtriser la microstructure de nos matériaux, donc lors de la synthèse, mais également en jouant sur la composition nominale de nos matériaux, eh bien on va pouvoir maîtriser leur microstructure et par là, de pouvoir maîtriser les différentes propriétés de ces matériaux, qu'elles soient optiques, mécaniques ou chimiques. Au laboratoire SEMTI, nous disposons d'une spécificité avec un parc RMN très important. La RMN, c'est une spectroscopie de résonance magnétique nucléaire. Elle est utilisée au laboratoire sur des matériaux solides, contrairement aux chimistes, notamment les organiciens, qui vont plutôt travailler sur des liquides. On va voir avec Franck les informations que peut apporter la RMN sur la caractérisation du réseau vitreux. La résonance magnétique nucléaire est également une technique particulièrement intéressante pour sonder l'arrangement structural et les positions des atomes dans la matière à l'état ordonné ou désordonné. Et c'est donc une technique particulièrement pertinente pour étudier la structure des verres. Donc cette technique utilise un champ magnétique très intense qui est généralement produit par un aimant supraconducteur qu'on peut voir ici derrière. Donc cet aimant ici produit un champ magnétique de 17,6 Tesla, à peu près 500 000 fois le champ magnétique terrestre. La résonance magnétique nucléaire permet donc d'étudier
l'organisation de la matière à l'échelle de l'atome. Et le principe de l'expérience consiste à placer l'échantillon dans un champ magnétique très intense. Lorsque l'échantillon est placé dans ce champ magnétique, une aimantation nucléaire est créée et nous allons manipuler cette aimantation nucléaire pour détecter un signal qui sera caractéristique de l'environnement chimique de l'élément que nous allons étudier. C'est une technique qui est sélective, elle nous permet donc d'étudier spécifiquement les atomes un par un. Dans le cas d'un verre, nous allons donc pouvoir étudier les constituants dits formateurs de réseau, comme les atomes de silicium ou de bore, qui vont former un réseau polymérisé de tétraèdres ou de triangles. On obtient par la RMN du silicium ou bien du bore une information sur la nature de l'enchaînement de ces unités structurales et le type de liaison chimique qu'elles impliquent. Nous pouvons également choisir d'observer spécifiquement d'autres éléments chimiques qui jouent un rôle différent dans la structure du verre, comme par exemple le sodium, qui joue ici le rôle d'un cation modificateur en rompant les liaisons entre tétraèdres. La RMN permet donc d'étudier l'environnement chimique de tous les éléments porteurs d'un moment magnétique nucléaire. C'est le cas aussi de l'aluminium qui joue dans le verre le rôle intermédiaire entre formateur et modificateur. Et nous pouvons également obtenir une information chimique sur l'anion du système qui peut être l'oxygène ou bien le fluor, suivant le type de verre considéré. Ça nous apporte donc une vision à l'échelle atomique complète de notre système. Outre les outils expérimentaux, les chercheurs s'appuient également sur la simulation numérique, ce que va illustrer maintenant Kelly. Mes travaux de recherche se concentrent sur la caractérisation structurale d'un liquide à haute température, dans mon cas à 1000 degrés. À cette température, les expériences sont très délicates à réaliser. On peut aussi travailler par exemple avec des matériaux radioactifs ou corrosifs et dans ce cas-là, l'information peut être difficile à obtenir. Dans ces conditions-là, la modélisation numérique nous permet d'avoir accès à des propriétés spécifiques. Dans mon cas d'étude, je simule la dynamique d'un liquide à 1000 degrés. Par exemple, comme vous pouvez le voir ici dans ce système, on a 3 atomes différents. Dans les motifs roses, on a l'aluminium qui est lié avec le vert, le fluor, et les atomes en bleu, ce sont les sodiums. La modélisation nous permet d'avoir la trajectoire des atomes sur une échelle de temps de 1 à 5 nanosecondes. Avec la trajectoire des atomes, on peut avoir accès à des propriétés telles que la conductivité électrique ou la viscosité ou la densité. On peut avoir aussi de l'information sur la structure locale à l'échelle de la picoseconde. Dans le cadre des verres nucléaires, la simulation numérique est un outil important. Elle va permettre de modéliser les phénomènes d'auto-irradiation des verres qui se produisent sur des échelles de temps qui dépassent largement l'échelle de la vie humaine. Revenons maintenant aux verres de déchets et notamment aux verres de déchets ultimes. Dans ce cas, il faudra que ces verres assurent de manière très efficace la propriété d'inertie. Ce qu'on entend par là, c'est que le verre ne doit pas se transformer d'un point de vue physique, chimique ou biologique, quelle que soit la situation de stockage ou de valorisation qu'il va subir. Ainsi, on garantira la préservation des déchets éventuellement dangereux au sein de la matrice verrière. Dans le cadre de l'étude des verres de déchets radioactifs, nous travaillons sur des verres modèles non radioactifs que l'on vient irradier en externe par des faisceaux de particules. Ces faisceaux vont provoquer des collisions à l'intérieur du verre, des déplacements d'atomes qui éventuellement vont se traduire par des modifications structurales. L'outil RMN que vous a présenté Franck sera extrêmement pertinent pour l'exploitation et la compréhension de l'évolution des réseaux. Les verres de déchets, notamment de déchets dangereux, doivent être testés d'un point de vue de l'inertie chimique. Pour cela, on va mettre en œuvre des expériences dites de lixiviation, qui sont des expériences de dissolution accélérée d'un verre que l'on met au contact de solutions agressives à haute température.
On va ensuite mesurer l'évolution de la composition chimique de ces solutions afin de suivre éventuellement les espèces chimiques relâchées par le verre par diffusion à la surface. Ces expériences sont extrêmement importantes pour garantir l'absence de transport des radioéléments dans la biosphère dans le cadre des déchets nucléaires. Nous avons la chance de disposer d'un outil assez unique qui est le cyclotron que va nous présenter maintenant Pierre. Donc nous sommes ici sur le deuxième site du laboratoire. C'est un laboratoire qui est dédié aux accélérateurs de particules et nous sommes ici dans le pupitre de commande du cyclotron. Donc cet accélérateur nous permet d'accélérer des particules à haute énergie. Contrairement aux accélérateurs qui sont d'habitude linéaires, là on donne à nos particules une trajectoire en spirale, ce qui nous permet d'accélérer à haute énergie ces particules et d'avoir une machine relativement compacte. Donc cette machine nous permet d'accélérer des ions légers, hydrogène ou hélium. Et grâce à ces faisceaux de particules, nous avons des activités de recherche dans le médical et aussi sur les matériaux, et en particulier les matériaux du nucléaire, pour simuler les dégâts d'irradiation dans les matériaux. Cette machine est unique en France parce qu'elle produit des faisceaux d'énergie variables et de par ses applications. Donc ici, vous avez une représentation de la machine et de ses voies de faisceaux. La machine est ici à gauche dans la partie jaune, et ici dans la partie verte, vous avez les 3 voies de faisceaux avec lesquelles nous travaillons et les différentes applications. La voie tout en haut, la voie numéro 3, est réservée pour les applications médicales et la production de radioisotopes. La voie numéro 1, tout en bas, est réservée pour l'activation neutrons et le dosage des éléments traces dans les matériaux, par exemple. Et nous allons visiter la voie numéro 2, donc, qui est réservée pour l'irradiation des matériaux. Ce synoptique nous permet aussi de contrôler la sécurité autour de l'accélérateur, et en particulier tout ce qui est radioprotection autour de l'accélérateur, et ça nous permet de voir en temps réel si on peut intervenir ou pas autour de la machine ou dans les voies de faisceau. Donc niveau sécurité, on a encore une fois un contrôle global qui est fait au niveau de l'alvéole, mais en plus on a une redondance avec un contrôle individuel pour chaque opérateur, avec ici un dosicarde au niveau de la poitrine et au niveau de la main, qui nous permet de connaître la dose cumulée lors d'un trimestre d'intervention. Et ici, donc, un contrôle en temps réel qui nous est donné lors des interventions, qui nous permet donc de savoir la dose reçue. Nous sommes maintenant dans l'alvéole du cyclotron, sur lequel la voie 2 arrive jusqu'ici, l'embout d'irradiation. Donc le faisceau arrive du fond de l'alvéole et est concentré, dirigé vers l'embout d'irradiation dans lequel on a placé l'échantillon que nous voulons irradier. Dans cet alvéole, tout est contrôlé à distance. Puisque on va produire de la radioactivité artificielle, on ne peut pas intervenir lors de l'irradiation. Donc tous les systèmes de sécurité sont pilotables du pupitre de cyclotron dans lequel on était tout à l'heure. Donc on est ici dans un laboratoire de chimie où on va préparer tout l'environnement échantillon avant d'installer les systèmes dans les voies d'irradiation vues auparavant. Donc ici le système échantillon, c'est ce petit boîtier noir. On voit au milieu l'échantillon lui-même qui est le disque gris au milieu de quelques millimètres de diamètre. C'est un disque d'oxyde d'uranium, donc matériau typique du combustible de nos centrales nucléaires. Le matériau sur la face arrière est en contact avec de l'eau qui était rentrée par les tuyaux. Et là, on va essayer de simuler, par l'expérience de faisceau d'ion, le comportement de l'interface eau-uranium, oxyde d'uranium, sous un faisceau d'ion. Donc le but de cette expérience ici, c'est de représenter ce qui va se passer quand du matériau combustible, donc l'oxyde d'uranium, sera en contact avec de l'eau. Ce qui peut se passer dans différentes situations. À la sortie d'une centrale nucléaire, quand on sort le combustible de la centrale, il est tout d'abord stocké pendant quelques années dans une piscine sur place. Donc on va étudier ce qui peut se passer dans ce genre de situation. On a un matériau ici qui n'est pas radioactif, ou très peu, et on simule la radioactivité avec le faisceau d'ion, ce qui est beaucoup plus simple à gérer. On arrête le faisceau, il n'y a plus d'activité, c'est beaucoup plus simple. Et l'autre situation d'intérêt de cette interaction entre l'eau et l'oxyde d'uranium,
c'est la problématique du stockage du combustible pendant de longues années. Donc là, on est sur des temps qui sont en termes de milliers d'années. Et l'autre particularité de l'expérience qu'on fait ici, c'est que de l'autre côté de l'échantillon, on a une fenêtre transparente et qu'on peut faire une mesure optique de la spectroscopie Raman et caractériser, suivre ce qui se passe pendant l'irradiation, ce qu'on était les premiers à faire dans ce laboratoire il y a quelques années. C'était à l'époque donc une première mondiale. Patrick vient de vous montrer les expériences qui sont réalisées sur des oxydes d'uranium qui sont exposés à des faisceaux d'irradiation, en particules alpha. En fait, pour travailler sur les verres de déchets nucléaires, on va s'y prendre de la même façon. Le combustible que l'on met dans les centrales nucléaires, une fois vieilli, on sait bien qu'il contient de nombreux déchets radioactifs. Ce qu'on appelle déchets radioactifs, ce sont des radioéléments, c'est-à-dire des atomes qui sont devenus instables et qui émettent de la radioactivité, c'est-à-dire des particules alpha, qui sont des noyaux d'hélium, des électrons ou des positons. Ces radioéléments, il est très important de pouvoir les stocker de manière ultime en termes de sécurité. C'est le verre qui est choisi pour cet objectif, grâce à ses propriétés remarquables d'inertie chimique, de ses propriétés mécaniques également. Donc on joue en fait sur cette propriété remarquable des verres de pouvoir insérer tout un ensemble très varié d'éléments chimiques au sein même de sa structure, au niveau le plus intime de sa structure et de manière très stable. Donc dans le cadre de ces recherches sur les verres nucléaires, qui sont destinés donc au stockage des radioéléments, on va travailler sur des verres absolument pas radioactifs, mais des verres qui sont des verres modèles dans lesquels on introduit des éléments chimiques capables de simuler la présence de radioéléments. Ces verres modèles, nous allons les exposer à des faisceaux de particules de manière à réaliser une irradiation externe en les soumettant notamment à des particules alpha. L'idée ensuite, c'est de comprendre et de faire la mesure de la stabilité du réseau de verre vis-à-vis de cette irradiation. Nous nous retrouvons ici avec Jacques pour évoquer maintenant le verre dans un contexte de stockage d'autres déchets par rapport aux déchets nucléaires que nous avons évoqués précédemment. Tout à fait. Voilà deux exemples tout à fait significatifs finalement d'une valorisation de matériaux vitreux. Ici, il s'agit d'un matériau qui s'appelle la cophalite, qui est tout simplement issu de la transformation de l'amiante. On sait à quel point l'amiante pose des problèmes, notamment pour la santé, sous forme fibreuse. Et en conséquence, la société Europlasma, qui se trouve donc dans la région de Bordeaux, a développé toute une technologie, par l'intermédiaire notamment du plasma, pour permettre la vitrification de cette amiante et générer un verre qui se présente un petit peu comme une lave et qui va ensuite être valorisé. Donc ce matériau vitreux, la cophalite, a trouvé une première application tout simplement dans le domaine du remblai pour le génie civil. Et bien sûr, il s'agit d'une valorisation qui n'est pas extraordinaire. D'où l'idée d'utiliser les propriétés tout à fait intéressantes de cette cophalite dans le domaine de l'énergie et plus particulièrement dans le domaine de l'énergie solaire. Donc ce matériau va servir tout simplement pour permettre le stockage de cette énergie solaire, notamment la nuit ou lorsqu'il n'y a pas de soleil. Voici un deuxième exemple dans un autre domaine, qu'il s'agit du domaine de la métallurgie. Comment fabrique-t-on un acier ou un métal? À partir tout simplement de matières premières géologiques qui sont des oxydes. Et au cours de cette transformation, eh bien, on va générer des phases impures qui se présentent comme du verre très visqueux qu'on appelle des scories. Et donc ces scories représentent environ 10% du matériau produit dans le cadre de cette opération métallurgique de conversion de la fonte à l'acier et sont tout à fait des matériaux intéressants. Pourquoi? Tout simplement à travers un certain nombre de traitements, là encore à haute température, on est capable de les transformer, de permettre
d'une cristallisation plus développée, de générer des phases vitreuses qui permettront ensuite une valorisation, à la fois dans le domaine cimentaire, mais également pour pouvoir retrouver le fer présent dans ces scories et le réutiliser pour fabriquer un nouveau métal. Regardons cet exemple. Ici, vous observez un verre qui présente d'ailleurs certaines propriétés esthétiques tout à fait intéressantes. Ce verre, c'est tout à fait étrange, il provient tout simplement des boues d'épuration. Qu'est-ce que c'est que les boues d'épuration? C'est un résidu qui est produit dans les stations d'épuration dans lesquelles, finalement, on va traiter notre eau que l'on utilise tous les jours. Et finalement, ces boues contiennent des composés organiques, notamment du carbone, également des minéraux. Portés à haute température, on est capable de générer de l'énergie par gasification, également un verre, et donc il convient de contrôler, de maîtriser et de gérer ce verre. Et vous voyez ici un matériau céramique dont l'objectif, c'est de permettre à haute température de contenir ce verre en fusion. Nous avons vu une application du verre dans le domaine environnemental avec cette problématique des déchets. Ce n'est cependant que l'une des facettes des études qui sont menées sur le verre au sein du laboratoire SEMTI. Ce matériau se place en effet vraiment au cœur de l'innovation avec des champs d'études extrêmement larges. Vous venez de voir que le SEMTI, le laboratoire du CNRS, jouait pas mal avec le verre, avec ses caractérisations, avec ses utilisations futures, l'adéquation avec des propriétés particulières. Pour conduire cet ensemble d'études et de travaux, c'est une centaine de personnes, 70 permanents et puis une trentaine de CDD, des doctorants, des post-doctorants qui permettent cet ensemble de travaux. Ça va du chercheur à Bac+8 jusqu'au technicien à post-bac, avec des métiers qui sont ceux de la mécanique, ceux de l'électronique, qui prennent aussi en compte des disciplines comme la physique, la chimie. Un laboratoire, c'est aussi la rencontre de plusieurs générations, et en particulier, comme vous avez pu le voir, où vous avez fait des rencontres de jeunes qui sont ici en formation, qui participent à la vie du laboratoire, aux recherches du laboratoire à travers des sujets de thèse, et qui, au bout des 3 ans de collaboration avec nous, sortiront docteurs en physique ou en chimie ou en physico-chimie. Ces jeunes sont aussi nos ambassadeurs, puisque à l'issue de leur thèse, donc quand ils seront docteurs, une grande partie ira ou partira à l'étranger dans des laboratoires dans le cadre de post-doc. Et ces jeunes-là font un lien entre notre labo et des laboratoires étrangers. Tout ça pour dire que le verre, pour en revenir au verre, le verre est une préoccupation qui n'est pas uniquement celle de notre laboratoire, c'est une préoccupation d'industriels français, d'industriels étrangers et donc de laboratoires de recherche à travers le monde, ce qui entraîne de nombreuses collaborations entre le SEMTI et des laboratoires, au niveau international. Le verre, c'est un ensemble, enfin, comme vous avez vu, c'est un ensemble d'études qui regroupent des disciplines comme la physique, comme la chimie, comme les mathématiques. Et un grand conseil que je vous donne, n'ayez pas peur de ces disciplines, travaillez-les, vous verrez, il y a des places dans nos laboratoires, nous on vous attend. On a besoin de remplacer des anciens, comme moi, et il y aura des possibilités. N'ayez pas peur de la thèse, n'ayez pas peur du Bac+8, n'ayez pas peur de la physique, faites des sciences.